Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, un peu de décalage. Voilà, j'osais espérer sortir ce numéro la veille de la date d'enregistrement. Nous sommes mardi soir. Forcément, pour revenir sur ce derby azuréen soldé par un 2 buts partout, un scénario rocambolesque, des faits de jeu sur lesquels nous allons revenir. Et puis, est-ce qu'on a assisté à un réveil de l'OGC Nice? Alors, il y a un point d'interrogation, puisque finalement, le calendrier infernal qui nous attend dans les prochaines semaines sera l'indicateur de est-ce qu'on a assisté vraiment à un sursaut d'orgueil, un électrochoc même de ce gym contre l'AS Monaco. Et pour m'accompagner, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une émission avec à deux, hein, parce que au regard des derniers matchs, j'ai voulu préserver l'équipe du Club Porto. C'est Hugo qui est là ce soir. Salut Hugo, comment tu vas? Eh ben, salut Pancho, ça va super. Écoute, la dernière fois que je suis venu, on perdait 1-0 en ouverture du championnat contre Toulouse. Donc finalement, je peux dire que débriefer ce 2-2, ça va faire bien plaisir finalement avec le recul sur les derniers matchs. Ouais, c'est ça. Donc le programme, très simplement, on va revenir forcément sur ce match en détail, sur le sujet aussi Moïse Bombito et les choix qui vont être ceux déjà du coach et éventuellement de la direction sportive avec un éventuel joker médical, même si il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Et puis revenir aussi sur ce mois de septembre qui a été, disons-le ainsi, assez catastrophique pour l'OGC Nice. C'est une troisième partie forcément sur Jean-Pierre River et son inscription sur la liste d'Éric Ciotti. Voilà, on a parlé politique dans le club Pantio. Ceci est une boutade, ne vous énervez pas. Mais en tout cas, on salue Jean-Pierre River, voilà, le renard argenté qui là, pour le coup, nous a sorti voilà, une surprise voilà, sur laquelle on va pas forcément revenir. Mais voilà, s'il avait l'intention de revenir avec les Saoudiens ou notre fonds d'investissement, d'ailleurs, ça risque d'être un peu compromis à l'heure actuelle. Hugo, euh, le match donc soldé par un 2 buts partout. Déjà, je vais te demander un peu ton ressenti à la suite du match. Il y a beaucoup d'émotions qui se sont, je pense, accumulées et assez diverses. Est-ce qu'à la fin du match, tu étais frustré? Est-ce que tu étais rassuré? Tu étais dans quel état d'esprit à la suite de ce match vraiment au coup de sifflet final lorsque tu fais 2 buts partout, tu mènes 2-0, tu te fais rattraper 2-2, tu perds Bombito, il y a ce carton rouge. On va revenir sur tous ces faits de jeu, mais est-ce que pour toi c'est 2 points de perdus ou finalement tu t'en sors avec les honneurs en rapportant un bon point à Monaco? Ah, pour commencer, je pense que déjà j'étais heureux à la fin du match parce que tout simplement j'ai vibré sur un match de l'OGC Nice cette saison. C'était pas encore arrivé. Ces derniers temps, on a beaucoup vu sur Twitter que beaucoup de supporters ressentaient de l'indifférence devant les matchs. Ah, c'était aussi mon cas. Et sur ce derby, pour le coup, c'était pas du grand football, mais pour le coup, moi, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu parce qu'il s'est passé des choses. L'OGC Nice a proposé quelque chose, l'OGC Nice a fait des choses mauvaises, très mauvaises. On parlera du carton rouge d'Ali Abdi notamment. Mais voilà, au moins, je me suis senti vivant devant le match. Et à la fin, si on doit être honnête, j'étais plutôt satisfait du point arraché. Pas forcément sur l'aspect résultat brut, mais sur le fait que en première mi-temps, on se retrouve, je vous ai trouvé meilleur que Monaco dans la proposition. Donc, dans le contenu, c'était déjà plus intéressant que sur les derniers matchs. Et sur la fin, avec le scénario contraire, j'ai apprécié cette solidarité, cette bagarre défensive à la fin pour tenir le match nul. Forcément, c'est pas un grand, on n'a pas vu un grand match de foot, on n'a pas fait une grande opération comptable. Et sur le plan du contenu et sur le plan de l'état d'esprit, vu les derniers matchs qu'on a vécus, je trouve que c'est une soirée quand même globalement positive pour le club et puis pour les supporters. Monaco, il faut le rappeler quand même, qui sortait d'un 2 buts partout à domicile contre Manchester City en milieu de semaine. On n'a pas vu non plus un grand Monaco, énormément d'absents aussi à dénoter. Est-ce que justement dans cette confrontation, il ne faut pas aussi mettre en lumière le fait que tu avais un Monaco qui n'était pas spécialement, bon déjà en grande forme, mais aussi avec énormément de joueurs importants absents. Alors je ne vais pas tous les citer, hein, mais il n'y avait pas du Denis Zakaria par exemple, du Vanderson, entre autres. Voilà, plein d'absents de marque.
comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que ça atténue un peu le côté, on va dire, rassurant de ce match-là ou pas? Ah, forcément, là, pour le coup, on a eu un Monaco très faible, hein. Je pense que même les supporters de Monaco le reconnaîtront, d'ailleurs à 18h et sur la sellette. Mais forcément, c'est aussi ce qui nous a permis d'exister dans ce match, parce que si Monaco est à 100%, vu ce que le GC Nice montre depuis le début de la saison, bah forcément, on n'aurait pas existé dans ce match. Donc il y a forcément un lien de cause à effet. Mais après, vu la faiblesse des performances de l'OGC Nice, qui s'est fait quand même ouvrir à Brest, par exemple, moi, je vais pas faire la fine bouche sur le fait qu'on ait réussi à rivaliser avec un Monaco diminué. Ça fait partie d'une saison. On l'a bien connu l'année dernière, on l'a bien connu en ce début de saison. Donc, on va pas non plus s'excuser d'avoir un petit peu profité des absences de Monaco. Même si c'est vrai qu'il faut pas, il faudra, si tu veux remettre dans le contexte, c'est vrai que sur le secteur défensif notamment, c'était vraiment compliqué Monaco et c'est ce qui rend dommageable le carton rouge parce que je trouvais qu'à 11 contre 11, on les mettait sacrément en difficulté défensivement et sur les transitions. Et forcément, en fin de match, c'est devenu beaucoup plus compliqué puisqu'on faisait que défendre. Et je pense que ouais, si on avait pu continuer à 11 contre 11, on aurait pu vraiment exploiter leurs faiblesses, notamment défensives. Je vais quand même citer les absents côté monégasque. Denis Zakaria, je l'ai dit, Vanderson, Mawissa, Tiloker qui était suspendu, Radeki, Golovin, Lamine Camara. Donc quand même des joueurs qui sont quand même titulaires pour la plupart. Et puis côté OGC Nice, bon, vous connaissez les absents. Dante, malheureusement, qui je pense aura du mal du moins on le voit, hein, aura du mal à enchaîner certaines, le rythme finalement. Donc profitons de cette dernière année et en espérant que il y aura quand même une belle saison au bout et que ce sera mieux que ce qu'on a vu depuis août. Hugo, pour ce match, on avait ce retour du cher 3-4-3 de Francaise. On avait vu un 4-3-3 inédit au démarrage à Fenerbahçe. Donc je sais que tu as réagi par rapport à ce choix-là. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce choix qui a été fait en Turquie? Est-ce que tu l'avais compris? Est-ce que il y avait voilà, un coup de poker tenté par Francaise et finalement, enfin, qu'est-ce que tu as pensé de ce choix-là et du retour en fait 3 jours après à un 3-4-3? Ouais, moi, le match du Fenerbahçe, on en a parlé un peu sur Twitter, mais j'ai rien compris à la compo de départ de Francaise parce que, ok, tu veux changer de système, mais on sait qu'on est dans une période où les joueurs n'ont pas le temps de bosser entre les matchs puisqu'il y a peu de séances d'entraînement. Et donc sortir un 4-3-3 à Fenerbahçe en Turquie, donc un contexte ultra compliqué, sans préparation et avec c'est les problèmes défensifs qu'on connaît. Moi, je trouvais que c'était du suicide d'envoyer une charnière bas au Pong à Fenerbahçe avec Klose dans la forme qu'il est en latéral. C'était une horreur. Et bah, ça n'a pas tenu 2 minutes, quoi. Donc, j'ai pas vraiment saisi la logique de ce choix, d'autant que 3 jours avant, tu joues le Paris FC, qui est un adversaire à ta portée, et qui, je trouve, en plus à domicile, ça se portait plus à expérimenter un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Donc j'avais pas du tout compris ce choix-là, j'ai l'impression qu'il s'était un peu sabordé ou qu'il avait un petit peu tenté un coup un peu pour réveiller ses hommes, mais sans vraiment d'intention tactique. Donc j'étais plutôt satisfait du retour au 3-4-3 sur ce derby, surtout que ce 3-4-3, autant il est difficile à mettre en place quand Nice doit faire le jeu contre des équipes un peu plus regroupées. Mais autant dans les gros matchs, il a souvent fait ses preuves. L'année dernière, les matchs contre Marseille, contre le PSG. Donc c'était plutôt une bonne chose de revenir dans ce système. On a senti qu'il y avait ouais, plus d'automatisme et plus de solidité défensive. Sur les transitions, c'était plus intéressant. Donc j'étais assez content de ce système. Surtout que ouais, le 4-3-3 en Turquie, je l'ai vraiment pas compris personnellement. Est-ce que justement la satisfaction, alors autant bon défensivement on va y revenir, mais elle n'est pas aussi offensive quand on a vu, alors bon ça a duré qu'une trentaine de minutes, mais l'association Shaw, Diop, Mofi, finalement par rapport à toutes les associations qu'on a vues depuis le début de saison, dans cette tactique-là avec donc on va dire pas numéro 10, mais des ailiers un peu reculés derrière Mofi, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser là-dedans, selon toi, Hugo? Ouais, c'est sûr. Bah, sur Shaw et Diop, oui, clairement, sur ce type de match, avoir un profil comme Shaw qui peut percuter, prendre la profondeur pour avaler les espaces, c'est bien. Avoir un profil comme Diop qui est plus capable de s'intercaler entre les lignes, de faire la différence par la passe, intéressant.
Maintenant, on va revenir au même problème qu'on dit d'habitude, c'est le numéro 9. Parce que ta rotation entre Terem Moffi et Kevin Carlos, moi je la trouve infernale. C'est-à-dire un match sur deux, enfin tous les matchs en fait tu changes les deux. Et moi, Moffi sur le début de match là contre Monaco, c'est terrible, hein. Il y a un moment, il a une occasion, où il part en profondeur, il se remet sur son pied gauche, il fait une frappe horrible, il saccage une occasion. Techniquement, c'est toujours compliqué, même dans la prise de profondeur, je le trouve très 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 lourd, alors que on l'a vu, hein, par le passé à Monaco, normalement ce type de match, ça lui réussit. Mais tu vois, moi, je l'ai Donc, trouvé plutôt bon. ouais, ok. Bah, Ouais. alors, dans son registre, mais je trouvais que vraiment l'association et le fait qu'il pesait quand même sur la défense, alors bien sûr avec son profil et avec ses limites, j'ai été déçu de le voir sortir. J'ai compris le choix aussi d'aligner Shaw seul devant, qui pour le coup, je trouvais crédité quand même d'une bonne performance dans la globalité. Autant quand il a joué seul devant parce qu'il a tout donné. Mais euh, je trouve que, enfin, voilà, on va pas refaire le débat Mofi chaque semaine, mais dans l'association et dans le dispositif, en ayant vraiment deux joueurs proches de Mofi de cette manière-là, ça lui permet d'être moins scellé, d'être moins autosuffisant et de permettre aussi à des mecs comme Shaw, comme tu l'as dit, même Diop par moment, de prendre un peu plus la profondeur pour créer un peu de situations imprévisibles, tu vois. Ouais, sur le papier, ça peut s'entendre, mais ouais, franchement, moi, j'ai pas vu grand-chose. Mais par contre, est-ce que ça se tendrait pas, beaucoup en ont parlé, mais de tenter chaud plutôt en ce rôle de numéro 9 sur ce type de match, avec vraiment cette capacité à prendre la profondeur? Moi, je demande à voir parce que ouais, Mofi, je trouve que c'est vraiment. J'ai du mal vraiment à avoir une amélioration technique, ça, je pense que ça n'arrivera jamais, mais physique. C'était quand même un joueur qui je trouve, sur sa grande période, était vraiment impactant physiquement. Là, j'ai vraiment du mal à le retrouver sur les premiers appuis, dos au but, Hmm. même dans les courses, je trouve ça très très compliqué. Et Tu sens qu'il a une appréhension. J'ai pas, j'ai ce sentiment où ouais, vraiment il paraît un peu pâteau, tu vois, sur ses, et qu'il ait le donc ballon ouais, ou pas. C'est-à-dire que là, c'est pas enfin, comment dire, un rapport technique par rapport au ballon. Ça va être son rapport à la course, aux appuis. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on connaît le profil, mais c'est vrai que pour le coup, depuis son retour de blessure, et particulièrement lorsqu'on le voit enchaîner, parce qu'on le voit beaucoup plus, il paraît pas encore totalement remis, du moins, alors physiquement et peut-être psychologiquement aussi. ouais, bah après, on sait que pour ce type de profil, les croisés, ça peut ne jamais, en fait, tu peux jamais ne jamais retrouver ton niveau physique. Donc, j'espère que c'est psychologique et pas purement physique, parce que sinon, c'est très compliqué. Mais ouais, entre son entrée à Fenerbahçe, qui était vraiment catastrophique, mais vraiment catastrophique, et ce match-là où je l'ai pas trouvé, alors qu'il avait pourtant des bonnes conditions, ouais, je pense que ce problème du numéro 9, on va Mm. parler plus tard de la défense, mais ce problème du numéro 9, je pense qu'il va nous poursuivre quelques temps cette saison. Bon, ce match, quand même, il avait plutôt bien démarré, on l'a dit, Hugo. Avec. Voilà, moi, j'avais pas énormément d'attentes sur ce match-là. Euh, Même au-delà même du résultat, je voulais une équipe, de la cohérence et une certaine forme de solidarité. On va dire que j'ai été plutôt voilà, content sur cette partie-là. Euh, et puis, comme tu l'as dit, finalement, des séquences qu'on n'avait pas vues depuis le début de saison. Un bloc équipe beaucoup plus compact. Et finalement, des caractéristiques qu'on avait vues plus l'année dernière qui se sont matérialisées sur ce match-là. Moi, j'ai clairement retrouvé par séquence là, des bribes de la saison dernière. C'est-à-dire pas du grand football, hein, des redoublements de passes, des sorties de balles bien léchées, mais une, deux touches et on part en profondeur, des circuits bien maîtrisés sur les côtés et de l'efficacité en profondeur. Donc ça m'a suffi à reprendre confiance parce que sur ces derniers matchs, on voyait rien du tout. C'est-à-dire que tout le travail qui avait été fait l'année dernière, pour moi, je le retrouvais plus du tout dans ce début de saison. Donc sur ces 30 premières minutes contre Monaco, j'ai été vraiment content de ce que j'ai vu. Donc à part sur les points individuels, mais sur le plan collectif, t'as peu concédé quand même à cette équipe de Monaco. Ils ont quelques occasions sur coup de pied arrêté ou quelques cafouillages. Et sinon, c'est toi qui a le ballon, c'est toi qui es dangereux. Donc on pourra que regretter le fait de pas savoir ce que ça aurait donné sur 90 minutes. Mais en tout cas, ces 30 premières minutes, bah, ça doit constituer ta base de travail sur les prochaines semaines. Référence pour toi ces 30 minutes depuis le début de saison? Ah bah clairement, après, on est
y a rien d'autre, quoi. En fait, c'est le néant ou ça, donc Ouais, mais forcément, t'as quand c'est même 2 mois de compétition derrière toi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. ouais. Il y a le match contre Nantes qui était assez abouti, mais bon, Ouais, l'adversité. l'adversité, franchement. Ouais, bah après, on a affronté des adversaires très faibles et on s'est fait rouler dessus, hein, comme Le Havre, par exemple. Mais donc, ouais, je pense que c'est les 30 meilleures minutes qu'on ait vues jusqu'à présent dans le jeu et dans le collectif. Même au niveau physique, je trouvais on avait perdu cette force dans le pressing, dans la récupération, dans les duels. Et sur ces 30 premières minutes, je trouve on avait le dessus sur cette équipe de Monaco. Donc ouais, dommage que ça n'ait pas continué, quoi. Et puis finalement, ce premier but marqué par Sofiane Diop, il vient sur un second ballon, gagné par Mohamed Ali Chaud. Je crois qu'il gagne un duel aérien. Et c'est vrai qu'il concrétise aussi un temps fort à ce moment-là. Et bon nombre de seconds ballons gagnés voilà, sur anticipation, sur des duels. Et finalement, Diop marque. Bon, un but qu'aurait pu prendre Ivan Diouf, on va pas se le cacher, il y a quelques semaines, parce que bon, on va dire que le gardien à ce moment-là était masqué, mais bon, entre Philippe Cohn et Evan Diouf à ce moment-là, même si Diouf, on y reviendra, a sorti quand même son match, c'était pas non plus l'assurance tout risque derrière. Diop accrédité d'un doublé quand même sur cette rencontre, et surtout, au-delà du côté statistique, on le sent en jambes. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que là, il est de retour, comme il l'a été, on va dire, l'année dernière, à cette même période quasiment, peut-être même un peu plus tard. Et tu sens que voilà, tout n'est pas encore parfait dans ce qu'il a entrepris, mais marquer 2 buts, mine de rien, c'est pas rien pour un joueur justement voilà, qui manque des stats. Ouais, puis surtout, je trouve que là, il fait vraiment preuve de personnalité, un peu comme pendant la période dont tu as parlé l'année dernière, au cœur de l'hiver. Diop, sur ses premières années à Nice, c'était vraiment ce joueur qui prenait le ballon, qui redoublait les touches de balle, qui parfois il ralentissait le jeu, il concrétisait pas les actions. Et je trouve que là, sur ce début de saison, ouais, je le sens animé, revanchard. Et il n'hésite pas à prendre sa chance. Je me souviens, il me semble que c'est le match contre Nantes où il lâche une grosse frappe aux 30 mètres qui finit sur le poteau. On n'était pas habitué à le voir faire ça. Donc je le trouve plus animé par l'envie de finir ses actions. Et ouais, intéressant dans ce rôle au cœur du jeu, dans ce rôle un peu hybride. On en avait un petit peu marre, on en avait beaucoup parlé l'année dernière de le voir un peu cantonné à un rôle d'ailier qui lui allait pas du tout. Là, je trouve que Hez a fait l'effort de bien l'intégrer quand on a le ballon entre les lignes et quand on n'a pas le ballon sur le côté gauche. Donc ouais, intéressant. Bah, de toute façon, on n'aura pas le choix puisque c'est censé être lui ton maître à jouer cette saison. Puisque t'as vendu Buonanni qui avait un peu ce profil technique créateur. T'as Boudaoui, mais qui est un peu dans un autre profil un peu plus bas. Donc offensivement, les clés du jeu, c'est Diop qui les aura cette saison. Donc si on veut espérer remonter un peu et éviter de se faire peur, ça passera par une grande saison de Sofiane Diop. Et donc maintenant, la prochaine étape, ça va être forcément son plus gros défaut, c'est-à-dire la régularité. Avec aussi la perspective de jouer la CAN avec le Maroc d'ici quelques semaines. Bon, forcément, à ce moment-là, on est trop bien. Et comme dans toute période un peu délicate, il y a ce fait de jeu extrêmement regrettable et totalement incompréhensible. Avec finalement, il y a combien de temps entre le premier carton jaune et le deuxième? Peut-être 10 minutes. Ouais, je suis moins, je crois, hein. Je dirais 5 minutes même, hein. Franchement, il y a pas énormément Ah, ouais. de temps. Euh, c'est surtout que ouais, il joue 34 minutes. Euh, il met aussi une semelle qui aurait pu mériter déjà un jaune. Donc il a eu, on va dire, un avertissement oral à ce moment-là. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, il prend jaune. Ouais, deux joueurs. Il prend pas rouge direct parce que le geste en lui-même méritait rouge direct. Ah, le geste, franchement, c'est complètement stupide, quoi. Il n'y avait pas d'intérêt à aller mettre le pied, l'action, elle était arrêtée. Enfin, j'ai vraiment pas compris. Il a déconnecté complet. Après, bah, c'est Ali Abdi, on le connaît dans les bons et les mauvais côtés. C'est-à-dire que c'est un joueur sanguin qui réfléchit pas trop, qui se pose pas de questions. Quand ça sourit, bah, ça fait but contre le PSG. Et quand ça sourit pas, ça fait ce rouge débile contre Monaco. C'est dommage parce qu'en plus, je trouvais qu'il était plutôt intéressant sur son côté gauche, contrairement au match contre le PFC où il était vraiment emprunté.
Donc c'est dommage, parce qu'en plus ça a fait bousculer tout le système. Tu as eu Barre qui a dû remonter d'un cran. Ça a vraiment tout perturbé. Et ouais, je pense que c'est vraiment dommage parce que je suis vraiment. On peut pas, on pourra jamais le savoir, mais je pense qu'on le gagnait ce match sans ce rouge, et tellement on était bien, et tellement Monaco avait pas de solution. Et puis, il participait aussi à ces nombreux appels. On a vu ces séquences à plusieurs reprises où justement ça a appelé énormément en profondeur, chose qu'on voyait quasiment pas depuis le début de saison. C'était beaucoup d'attaques placées assez stériles. Là, on avait beaucoup de mouvements, des ballons, notamment Melvin Barr qui a fait un super match, je trouve, à la passe. Tu clignais des yeux, tu voyais Dante, quoi. Enfin, vraiment, sur la qualité de passe sur ce match, Barr a été excellent. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Après, comme tu l'as dit, je pense qu'il était revanchard, il avait besoin de prouver. Voilà, trop d'intensité et puis geste totalement incompréhensible et puis violent aussi, hein. Et quand je dis qu'il prend deux jaunes, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il va être suspendu normalement qu'un seul match. Alors que Ouais. s'il avait pris rouge direct, il aurait pu prendre deux ou trois matchs au vu de la gravité du geste. Donc là aussi, hein, ça fait partie du package Willy Delageau sur cette rencontre qui, alors, on en a beaucoup parlé, on y reviendra peut-être après, mais bon là, qui va dans notre intérêt, donc on va pas non plus lui en vouloir, mais qui est à mes yeux totalement incompréhensible de mettre double jaune sur cette action. Et là, donc changement tactique, sortie de Mofi, entrée de Opong, et là, il y a le penalty en fin de. Attends, il y a quoi à la mi-temps, il y a 2-1. Il y a 2-1, ouais. 2-1 à la mi-temps, le penalty la main de Mendy. Et puis début de seconde mi-temps, patatras. Deuxième penalty pour Monaco, totalement inexistant. Alors, il faut qu'on le dise quand même, parce qu'on est honnête, mon cher Hugo. Le penalty de Diop, la main, Ouais, il y a pas. elle y est pas, hein. Non, clairement. Clairement, ça fait ouais, une grosse faute partout, hein, parce que Un penalty ouais, imaginaire partout. ouais, c'était vraiment le show de Lajo, hein. J'ai rien compris à comment il a arbitré son match. J'ai Ben, l'impression que ouais, si c'est. t'enlèves, c'est des décisions importantes, hein. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il laissait le jeu, tu vois. Il avait une intention de laisser le jeu, mais il y a trop d'erreurs importantes qui ont eu des répercussions sur le match et sur le résultat, où tu peux pas te dire que il a eu 7 sur 10 note donnée par l'équipe, quoi, par exemple. Ah, c'est clair, enfin, franchement, les deux pénaux, moi j'ai jamais vu ça. T'as parlé du carton rouge qui aurait dû être direct. Après, j'ai plus exactement la situation en tête, mais ça fait des erreurs énormes. Et ouais, je sais pas s'il y a eu une volonté de compenser ou quoi, mais ouais, je trouve ça assez lunaire, d'autant que le deuxième péno sur Bombito, bah, il se blesse. Et, il y a quoi? Il y a 10 minutes avant qu'il soit frappé, il est même pas appelé par la VAR pour aller vérifier l'action. J'ai absolument pas compris ça. Donc c'est encore ouais, un beau week-end pour notre arbitrage français. On rentre encore dans cette particularité de s'il il est appelé par la VAR, s'il déjuge sa décision. Il y a un classement par points qui justement est impacté. Voilà, on est toujours dans ce système-là qui est sans doute extrêmement on va dire compétitif et sélectif pour les arbitres, mais qui a trop d'impact aujourd'hui sur le jeu. Donc bon, voilà, nous ce qu'on regrette, et je pense qu'on aurait peut-être même préféré perdre le match que de perdre finalement Moïse Bombito, parce qu'il revenait bien, il rassurait beaucoup dans la communication avec Evan Diouf notamment. Voilà, on sent que c'est une personnalité qui prend de l'épaisseur et qui prenait de l'épaisseur un peu dans l'effectif. Mais là, la fracture du tibia, on parle d'une fin de saison quasiment, enfin un retour au printemps, mais suivant comment sera amenée la saison, je ne suis pas sûr qu'il y aura une prise de risque aussi par rapport à Moïse. Mais c'est vraiment la mauvaise nouvelle du match finalement. Ah, c'est clair, pour moi, c'est le coup de massue pour terminer ce mois de septembre immonde. C'est-à-dire que pour moi, on est limite, peut-être pas à ce niveau-là, mais on est limite sur le niveau d'impact de la blessure des croisés de Dante il y a quelques saisons sous la saison Vieira. C'est-à-dire que pour moi, là, l'absence, ça va faire très, 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 très mal.
parce qu'on l'avait vu hein, sur ce petit échantillon, il a joué que 2 matchs, mais le bien qu'il a fait pour stabiliser la défense, comment ça rassure en fait de l'avoir pour gérer la profondeur dans les duels aériens, sa vitesse. Ouais, même quand il est là, c'est pas le plus expérimenté, mais ça responsabilise moins Opong, Mendy qui sont à côté de lui. Donc c'est vraiment un énorme coup dur bah, pour la stabilité de notre défense, qui est l'énorme point noir du début de saison. Et si tu ajoutes à ça l'état de Dante qui est incertain, bah, ça va nous replonger dans des doutes et dans la composition de la charnière. Donc ouais, clairement, moi j'aurais préféré me prendre 3-0 mais garder Bombito sur le reste de la saison que ce scénario-là, quoi. Parce que il faut le dire aussi, sur ce match-là, Djoumaba n'était pas dans le groupe. On n'a pas eu d'informations par rapport à ça. On ne sait pas si le joueur a été blessé. On ne sait pas si c'est un choix aussi du coach. Mais ça te fait voilà, un absent supplémentaire dans un secteur où tu es déjà quand même pas mal handicapé. Hein. Youssouf, Abdelmonem, Bombito, Dante aussi qui joue un match sur deux, voire un match sur trois. On l'a dit, Hugo, il y a cette possibilité-là éventuellement de récupérer un joker médical. Voilà, enfin du moins l'OGC Nice semblerait-il rentre dans ce cadre-là avec la possibilité de récupérer un joueur. Est-ce que tu penses que cette option est envisageable? Et si oui, bah, tu irais sur quel joueur ou du moins quel profil de défenseur? Ouais, je suis pas sûr que nos dirigeants se dirigent vers cette option, mais moi je solliciterais clairement un joker, hein, parce que comme je viens de le dire, tu as l'absence de Bombito, mais tu as aussi celle de Dante tu dis qu'il joue un match sur deux, mais en fait il joue limite un match sur quatre, hein. Il a fait que 2 matchs en Ligue 1 cette saison. Ça fait 7 journées, donc c'est très compliqué. En fait, tu peux plus le compter. Déjà, tu pouvais pas le compter à la base pour un titulaire indiscutable à 42 ans. Pour moi, c'est une faute énorme qui a été commise cet été. Et si en plus tu rajoutes Bombito, Youssouf et Abdelmonem qui vont revenir, mais on sait que les croisés, ça va prendre du temps pour qu'ils retrouvent leur meilleur niveau. Donc tu peux pas compter sur eux non plus. T'as Djoumaba qui est en grande difficulté, de toute façon qui est en pré-sec. Donc en fait, pour moi, c'est urgent là de prendre un défenseur central. Et après, sur le profil, il faudrait prendre plutôt un joueur assez expérimenté, quoi. J'ai vu que ça parlait de Omer Agic de Montpellier. Je doute que ça se fasse, parce que s'il n'a pas quitté Montpellier cet été, je ne le vois vraiment pas quitter, partir en cours de saison. Mais ouais, c'est ce genre de profil qu'il faut viser. Ça va pas être simple du tout. Mais il faut absolument, je pense qu'il faut absolument quelqu'un sous peine de rencontrer, enfin, de continuer en fait dans ce marasme défensif qu'on connaît depuis le début de saison. Est-ce qu'il faudrait pas surtout un gaucher, Hugo? Ouais, c'est clair. Parce que C'est tu clair. vois un peu la galère que c'est. T'as Dante qui joue, comme tu l'as dit, peu de matchs. Ça décale Melvin Barr, alors qui fait ses matchs, mais tu sens quand même que c'est pas très naturel. Tu manques de gaucher dans cette défense. Clairement. Ouais, surtout que le gaucher dans le système de Franquès, c'est vraiment le relanceur. Donc, tu as dit, c'est Melvin Barr qui a pris ce rôle-là à Dante contre Monaco. On a vu toutes nos difficultés quand on essaye de relancer court depuis le début de la saison. Donc, ouais, un gaucher plutôt à l'aise techniquement et assez expérimenté. Bon, c'est dur hein, de trouver un mec comme ça au mois d'octobre, mais après, si nos dirigeants l'ont pas trouvé cet été, je vois pas comment ils vont réussir à le trouver là maintenant, mais je pense que c'est le profil dont on a besoin, quoi. Mais quand même, ce secteur défensif, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, puisqu'il y a, j'ai envie de dire, l'éclosion, mais plutôt la confirmation sur les dernières semaines de Antoine Mendy, véritable armoire à glace. Les coups de tête qu'il met dans le ballon, à chaque fois, les dégagements, c'est impressionnant. Les touches, mais enfin, assez. Alors, encore une fois, tout n'est pas parfait dans son match lorsqu'on le regarde dans le détail, mais je- déjà, balle au pied, on sent qu'il est. Alors, c'est perfectible, mais il est peut-être moins hésitant, moins à jouer derrière aussi, parce qu'on l'a vu sur les dernières semaines à jouer constamment sur Diouf ou sur Djoumaba, et qui est peut-être sur le match individuellement l'une des grosses satisfactions avec Charles Van Hout, sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard. Qu'est-ce que tu as pensé de son match et comment tu trouves finalement Mendy sur ces dernières semaines, Hugo? Ah, moi, il m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer sur ce match. Franchement, c'était surtout dans la période où on a souffert défensivement, le nombre de ballons qu'il a sortis de la tête, les interventions, les tacles, c'est monstrueux là. Le match qu'il a fait, on n'en parle pas assez, mais c'est incroyable.
Et d'autant plus quand on se rappelle de la manière dont il avait coulé au Havre, une des pires prestations individuelles que j'avais vues à l'OGC Nice depuis que je suis le club. Et depuis qu'il est revenu, il avait fait un match Il avait monstrueux. enchaîné avec la Roma juste après. La Roma, ouais. La Roma, Honnêtement, enfin, il faut être fort mentalement pour être aligné contre la Roma et sortir un match comme ça déjà. ouais, franchement, quand tu compares le match du Havre et le match de la Roma, c'est incroyable ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'il a fait pendant la dernière trêve internationale, mais c'est top. Bah là, encore plus avec la blessure de Bombito, on va avoir besoin qu'il confirme vraiment parce que en fait, maintenant, c'est lui ton défenseur le plus expérimenté. C'est dire quand même la situation, mais ouais, c'est pas ce sera jamais le plus fin techniquement. Et quand il défend avec cette assurance et cette personnalité, franchement, c'est énorme à voir, hein. Et d'autant plus dans ce type de match où on doit défendre bas, c'est vraiment de la protection de surface, c'est assez fort. Donc vraiment, grosse satisfaction. Alors, c'est une idée comme ça, je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est un scoop. En tout cas, bon, je peux dévoiler le fait que Bertigno nous a questionné sur le sujet. Charles Van Hout, dans cette défense à 3, Hugo, pour dépanner, bien sûr, qu'est-ce que tu en penses? Là, on part du principe qu'il n'y a pas de joker médical, que tu fais avec les solutions que tu as en interne. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Et surtout, aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement quelque part la décision la plus fiable que tu peux avoir, surtout que lorsque tu vois les matchs de Jumaba? Ouais, après, je connais pas assez le joueur, je le vois pas assez jouer depuis assez longtemps pour savoir si ça collerait, mais sur le profil, je pense que ouais, c'est un joueur assez statique, fort dans les duels, qui lit bien les trajectoires, assez rapide. Donc, franchement, ouais, pour dépanner ça, dans le centre de la défense, en tout cas dans ce rôle qu'occupe normalement Djoumaba, je pense que ça peut le faire. Après, le problème, c'est que ça va créer un trou au milieu. Et ce milieu, Van Noot, Boudaoui, je le trouve assez complémentaire sur les peu de fois où on a pu les voir. Et bon, si tu fais redescendre Van Noot, ça veut dire que tu as Abdoul Samed au milieu de terrain. Donc bon, C'est une folie, hein. tu vas solutionner un problème, mais tu vas t'en créer un autre quelque part, en fait. Donc faudra arbitrer. C'est une folie, hein. Enfin, Abdul Samed, honnêtement, en termes de. Alors, je dirais pas qu'il y avait des attentes, mais juste le niveau footballistique du gars, il est extrêmement préoccupant, hein. Et là, on en revient au mercato, hein. 3 années de contrat. 3 années, 3 années de ouais. contrat. C'est-à-dire que c'est pas un prêt avec option d'achat, le gars n'est pas bon, il part. Il a 3 ans chez nous. Parenthèse refermée sur Abdul Samed, mais terrible encore une fois, hein. Son entrée contre Monaco, pas du tout de mise au diapason, à contre-courant. Tu sentais qu'il était dans le dur, quoi, même physiquement par moment. C'est. Donc, tu irais plutôt sur quoi, là? T'as tes 3 derrière titulaires. Est-ce que tu mettrais plutôt Opong dans ces trois et tu laisses Van Hout au milieu de terrain? Ou est-ce que tu tentes un coup en mettant Van Hout dans ces trois-là et je sais pas, un Sanson, par exemple, à la place de Van Hout, un Boudaoui un peu plus défensif dans le double pivot? Tu ferais quoi? Ouais, bah, à tester, je te mettrais Mendy, Van Noot et Opong, ouais, parce que Barre? je sais pas. Ah oui, non, Ouais, moi, T'as Abdi qui est suspendu. ouais, après, moi, Barre en centrale, là, il a fait un bon match contre Monaco, mais je ne suis pas rassuré à 100% sur cette solution sur le long terme. En tout cas, je pense qu'il peut dépanner. Il va enchaîner les matchs. Je sais pas, je le trouve souvent sur les placements assez compliqués. C'est pas un défenseur central de base. Tu sens que il est bon défensivement, il est bon au duel, mais sur les placements, je le trouve assez limite. Sur les matchs où on doit défendre bas, ça suffit, mais sur les matchs où on doit faire le jeu, j'ai peur que ça suffise pas. Donc, ouais, je te dirais soit Mendy, Van Noot, Opong ou Barre, soit mettre Mendy au centre de la défense et Opong et Barre sur les côtés, mais ça fait un peu flipper, on va pas se mentir, là. Les options qu'on a sont de plus en plus limitées, quoi. Ouais, c'est quand même assez préoccupant. Ce secteur défensif qui a été aussi marqué par la bonne performance de Yevan Diouf qui se rassure aussi sur ses dernières sorties. Il est pas loin d'attraper le premier penalty de Ansu Fati, mais on a senti un Diouf
bah déjà en confiance sur ce match-là. Il n'a pas pris de risque au pied. Et on sent qu'il est revanchard aussi. Je sais pas, dans le langage corporel. Je sais pas ce que tu en as pensé, Hugo. Ouais, quand il prend le penalty là et qu'il est vraiment Mm. dévasté, enfin j'ai apprécié ça parce que son langage corporel depuis le début de saison enfin c'est mou quoi, tu vois, on sent qu'il subit clairement son transfert à Nice et ça commence à devenir compliqué. Et il fait pas un match exceptionnel non plus, tu vois. Je me souviens d'une situation sur un coup franc en fin de première mi-temps, il relâche le ballon, ça fait un petit cafouillage. Il est pas encore super serein, mais il y a eu deux trois sorties intéressantes. Il y a un moment où il se jette dans les pieds de l'attaquant, là il fait une sorte de manchette de volée qui est décisive. Il a fait des bonnes sorties aériennes. Donc ouais, c'est pas sur ce match-là en tout cas que je vais taper sur Yvan Diouf. Mais ouais, il faut espérer vraiment qu'il prenne confiance parce que il rate son début de saison, mais on sent que c'est vraiment une question de confiance. Pour moi, c'est pas le gardien du siècle, mais c'est un bon gardien de Ligue 1. Et là, il sous-performe clairement par rapport à son vrai niveau. Pour moi, il va falloir vraiment urgemment qu'il retrouve la confiance parce que bon, il t'a coûté des points déjà sur le début de saison mais il évolue pas à son vrai niveau. Donc, espérons que la trêve lui fasse du bien pour qu'il part en sélection avec le Sénégal. Donc, ouais, espérons qu'il revienne un peu plus apaisé parce qu'on va avoir vraiment besoin qu'il ait ce déclic mental pour espérer avancer. Pas aidé aussi par une défense qui change assez régulièrement, qui est amputée aussi de membres importants aussi. Donc je pense que ça doit jouer aussi, hein. Lorsque tu as un Opong en face de toi, ou même un Mendy, bon, c'est des joueurs quand même qui sont peu expérimentés. Opong, tu sens encore qu'il est hésitant dans ses interventions, qu'il est en apprentissage tout simplement, hein. Il n'est pas censé, je pense, jouer autant normalement, c'est pas ce qui était prévu. Mais en tout cas, oui, il faut le souligner quand même. Match plutôt rassurant de Diouf sans être exceptionnel, mieux que ses dernières sorties. Que dire d'autre, mon cher Hugo, le double pivot, on en a parlé un peu. Euh, Vas-y. Si on peut rester sur l'aspect défensif, je pense qu'il faut parler de Jonathan Klaus quand même à un moment dans cette Ah, mais émission. oui, mais merci. Mais, putain, mais pourquoi Est-ce que je l'avais noté sur ma feuille? Oui, je l'avais J'aurais noté en préféré, plus. préféré l'oublier, mais ce match de Jonathan Klaus encore, c'est Alors avant Hugo, que tu développes, il faut quand même remettre les gens qui nous écoutent en contexte. Jonathan Klaus, avant le match de la Roma, arrive en retard, alors la veille, voilà, de la causerie, se fait sanctionner, voilà, voilà, une mise au banc au profit d'un Tom Louché qui n'aura pas démérité sur ce match-là. Euh, Démarre contre le PFC en étant capitaine. Démarre contre Fenerbahçe où il a été horrible, peut-être même le pire. Et là, capitaine lors d'un derby, quand même, et horrible, là aussi. Euh, Ça pose question quand même parce que Klos est censé être l'une de tes garanties, un joueur expérimenté qui a connu le haut niveau, qui vise quand même une place à la Coupe du Monde. Euh, c'est quand même une gestion particulière je trouve, du coach. Et puis le joueur, en fait, enfin, le voir capitaine de l'OGC Nice, moi, ça me choque un peu, quoi. Euh, voilà, bon, après, le fait que le brassard ait été retiré à barre, elle s'est exprimée dessus. Peut-être qu'effectivement, c'était trop lourd pour le joueur. Et on a vu que dans la performance, alors, est-ce lié ou pas, contre Monaco, il y a eu quand même un changement. Mais le cas Jonathan Klaus, c'est peut-être le cas le plus préoccupant depuis le début de saison, finalement. ouais, c'est clair. Pour le coup, enlever le brassard à barre, comme tu l'as dit, je pense que c'était une bonne chose parce que clairement, il n'avait pas les épaules pour ça et ça jouait sur ses performances. Et après, est-ce que le donner à Jonathan Klaus, c'est vraiment une bonne idée? Sofiane Diop, l'année dernière, c'était lui qui avait souvent le brassard quand Dante et Youssouf n'étaient pas là. Bon, il n'est pas irréprochable non plus, mais je trouve qu'il dégage un peu plus de mordant et de personnalité que Klose, qui fait un début de saison cata, franchement, il faut le dire. Son objectif de Coupe du Monde, je pense qu'il peut en rêver, mais je suis pas sûr qu'il y soit parce que c'est vraiment une catastrophe. Défensivement, on sait que c'est pas son point fort, mais là, même techniquement, dans le rapport au ballon, c'est dur, quoi. Il y a des passes ratées, il te saccage des transitions. Je me souviens en deuxième période,
On a quelques situations, quelques rares situations en contre-attaque. Il te saccage ça avec des passes ratées dans le mauvais timing. Physiquement, je le trouve vraiment en dedans. Il est lourd. Enfin, ouais, il y a gros, gros problème avec Jonathan Klaus là. Mais alors, je vais quand même te poser une question, Hugo. Déjà, bon, tu as parlé de Sofiane Diop. L'année dernière, je trouve il a été le, comment dire, il a payé le match contre le Stade Briochin parce que souviens-toi, il est capitaine sur ce match-là. Et je crois il ne l'a plus du tout été après ça. Alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, est-ce que finalement ce problème dont on parle avec Jonathan Klaus, c'est pas un problème beaucoup plus profond sur aujourd'hui le manque de leader, l'absence de leader, alors qui sont peut-être à l'infirmerie, hein, Youssouf, Dante, mais aujourd'hui, qui sont tes leaders actuellement, des joueurs opérationnels dans l'effectif? Bah, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il va falloir absolument en retrouver, en recréer. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est Van Noot, mais il vient d'arriver. Tu peux pas lui donner le brassard. Il connaît pas encore très bien tout le monde. Il est exemplaire sur le terrain, mais c'est trop tôt pour lui donner. Donc ouais, tu te retrouves très vite avec un choix très limité. C'est-à-dire que je pense que quand Francaise il se retourne dans son vestiaire pour chercher ses relais, il voit Melvin Barr qui a pas forcément la personnalité pour le faire. Il voit Boudaoui qui, je pense, qui est réservé, qui est timide. Il voit Jonathan Klaus qui est tout sauf irréprochable. Il voit Sofiane Diop pareil, qui est irrégulier dans les performances, parfois dans l'attitude, mais qui au moins se donne vraiment. Donc ouais, t'as un choix limité. T'as pas évoqué un joueur, alors ça paraît fou de l'imaginer, mais moi je trouve que dans les performances, il n'est pas toujours irréprochable, mais dans l'attitude et dans ce qu'il dégage, Antoine Mendy. Ouais, c'est clair, mais là, pareil, tu vas te retrouver dans le même problème que Melvin Barr, quand tu donnes le brassard à Mendy au bout de 2 matchs. Mais Mendy qui était capitaine en réserve, il me semble. Ouais, clairement, je trouve qu'il a les épaules pour le devenir peut-être plus tard, mais je pense que ce serait un peu prématuré, quoi. Tu vois, s'il nous refait une performance contre Le Havre, comme contre Le Havre avec le brassard, bon, là, tu Ouais, vas avoir un problème. bien sûr, mais je trouve que, enfin en tout cas dans l'image que j'ai du capitaine, euh, ça me choquerait pas de le voir, alors pas cette saison, mais là justement, t'as la recherche de leader. J'ai pas l'impression que le brassard aujourd'hui porté par Jonathan Klaus, c'est plus un signe comme voilà de confiance de la part du coach que véritablement le capitaine de l'équipe. Voilà. Euh, j'ai pas l'impression que Klaus soit ce personnage charismatique, leader vocal, etc. Par contre, bah, sur le CV, aujourd'hui, t'as pas Dante, t'as Klaus hein, aujourd'hui. Mais bon, voilà. Bon, après, ça paraît peut-être un peu fou aujourd'hui d'imaginer Antoine Mendy, mais je trouve que vraiment dans la personnalité et dans le type de capitaine que j'imagine à l'OGC Nice, il coche quand même certaines cases. À Melvin Barr, on en a parlé de retour, je l'espère, mais bien mieux aussi, Hugo. Lui aussi, un peu dans voilà, la tête sous l'eau hein, depuis le début de saison, un peu comme Jonathan Klaus. Là, on l'a retrouvé, fidèle à lui-même. Euh, et puis, voilà, dur sur l'homme dans le duel. Très bon à la passe aussi. Il a terminé piston. Et c'est vrai que peut-être la configuration du match euh, lui a permis aussi peut-être de mieux s'exprimer. C'est-à-dire que ça lui convient peut-être un peu plus que d'être en attaque placée, à envoyer des centres ou quoi. Ouais, puis pour moi aussi, Melvin Barr, c'est vraiment un joueur qui est de collectif, quoi. C'est un joueur qui souvent, il a besoin d'avoir autour de lui soit des leaders, soit des bons joueurs, soit des cadres à côté de lui. Quand c'est lui qui doit avoir vraiment la responsabilité de prendre le ballon et de créer quelque chose, de prendre ses responsabilités, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce qui est le cas depuis le début de saison, quoi. Comme je pense au match à Benfica où en fait, c'est lui le plus expérimenté avec Klose et c'est pas possible, quoi. Et c'est vraiment un joueur qui a besoin d'avoir à côté de lui enfin, de pas être le point central de l'équipe. C'est vraiment un joueur qui bénéficie, je trouve, du collectif. Et comme on l'a dit, on a retrouvé contre Monaco un bon collectif. Et bah, comme par hasard, Melvin Barr était beaucoup plus à l'aise, fort dans les duels, impactant dans les transitions. Le Melvin Barr, bon techniquement dans les transversales. Donc c'est vraiment le bon Melvin Barr
qu'on a besoin de voir. Donc, je pense que lié au brassard ou pas, je ne sais pas, mais c'est surtout vraiment cette question de collectif qui, quand le collectif est huilé, il arrive beaucoup mieux à s'exprimer. Et c'est pour ça notamment qu'à Fenerbahçe, bah, c'était une catastrophe absolue, notamment de son côté. Hmm. Hugo, un mot sur la doublette au milieu de terrain Boudaoui Vanout avant qu'on passe éventuellement au mois de septembre de l'OGC Nice parce qu'on va pas se voiler la face, on est content, je pense, rassuré de ce match et de ce résultat à Monaco. Il ne faut pas en oublier non plus ce qu'on a vu sur ce mois de septembre-là. Ouais, bah, sur le milieu, Boudaoui Van Noot, pour moi, c'est la meilleure disposition de ton double pivot. T'as Van Noot qui est vraiment ce point solide, ce point fixe dont on avait vraiment besoin, qui va couper les trajectoires, qui va intercepter, qui va gratter des ballons, qui va en plus lancer les transitions. Boudaoui dans ce rôle de voltigeur qui achemine le ballon du milieu à l'attaque. J'ai trouvé pas mal hier, surtout qu'il revenait, enfin hier dimanche, et il revenait de sa blessure et j'ai trouvé vraiment pas mal. Bon, sauf dans le dernier geste comme d'habitude, mais ça, je suis pas sûr que ça change un jour. Et ouais, si on pouvait voir de plus en plus souvent ce double pivot, ce serait vraiment bon signe. C'est pas un hasard d'ailleurs que nos deux meilleurs matchs soient Nantes et Monaco et qu'à chaque fois c'était le double pivot installé. Donc espérons que Boudaoui se blesse pas, surtout qu'il enchaîne vraiment beaucoup. Là, il va encore faire des matchs avec l'Algérie en sélection. Donc, il faut vraiment pas qu'il se blesse. Van Noot aussi, on n'en parle pas, mais il a enchaîné tous les matchs. Je crois qu'il a fait 90 minutes sur tous les matchs là, en septembre. C'est le seul qui n'a pas été sorti par Hez. Donc, il y aura sans doute une question qui va se poser aussi là-dessus. Mais ce milieu-là est vraiment, vraiment notre meilleur duo. Avec un Sanson à côté qui a du mal je trouve, à retrouver le rythme, un Abdul Samed qui est catastrophique. Un Tom Boucher qui alterne des bonnes performances et des matchs neutres. Donc ouais, espérons qu'on puisse se stabiliser avec ce milieu-là. Charles Van Hout, solide quand même. Enfin, je veux dire, Ah ouais, moi, la rapidité avec laquelle il s'est intégré, et puis le fait que tu te rendes compte que tu as l'impression qu'il est là depuis 3-4 ans, et c'est vraiment la pierre angulaire en fait de ton collectif. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Puis à finir à la limite avec des crampes, à avoir toujours le geste juste, à toujours relancer propre, à faire avoir très très peu de déchets, toujours bien placé. Non, franchement, il est assez impressionnant, hein. C'est pour le coup peut-être la seule réussite pour l'instant de ce mercato, hein, 2 mois après le début de saison. tu sais que des fois, quand je le vois jouer, je me dis, mais qu'est-ce que t'es venu faire ici, mon pote, là? Surtout que son équipe quand même jouait avec des champions cette année, hein. La l'Union Saint-Gilloise, je crois, qui a mis 4-1 au PSV Eindhoven en Ligue des Champions, qui joue la LDC. Je pense je suis étonné qu'il ait pas eu d'autres offres que nous. Mais en tout cas, tant mieux, hein, mais c'est vrai que quand je le vois là, je me dis, qu'est-ce qu'il est venu faire dans une équipe qui se prend 4-1 à Brest, enchaîne les défaites en Coupe d'Europe. Bon, tant mieux pour nous, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon Hugo, le match contre Monaco, c'était un peu l'éclaircie, hein, mais un peu l'arbre qui cachait la forêt, si je puis me permettre. Je vais mettre sur le calendrier quand même de l'OGC Nice, hein, parce que mine de rien, il y a eu quand même un certain nombre de résultats. Il y a eu effectivement une trêve, et puis depuis septembre, tac tac tac. Alors attends, il y a eu une trêve en août, tac 7. Ah oui, il y a eu une trêve entre fin août et début septembre. Donc, bon, victoire contre Nantes 1-0, défaite à Brest 4-1, défaite contre Rome, nul contre le PFC, défaite contre Fenerbahçe, et donc nul contre Monaco. Hugo, est-ce que si je te dis que ces résultats bon, ne sont pas bons, mais finalement, est-ce que ce qui n'est pas le plus inquiétant au-delà des résultats comptables, c'est surtout l'absence de jeu, finalement, l'absence de fondation que tu avais, enfin, si on enlève le match de Monaco jusqu'à présent, parce que je prends l'année dernière, la même période, la défaite à Marseille, tu vois, tu te rappelles très bien du match, on sort une vraie performance, on perd 2-0, on se disait, bon, c'est encourageant. Là, tu perds, alors 2-1 Rome, 2-1 Fenerbahçe, tu regardes sur le papier, c'est pas non plus des grosses défaites, mais dans le jeu, c'est quand même extrêmement préoccupant.
Il y a peu de garanties. On sent que ça tâtonne tactiquement. Euh, Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à... Voilà, malgré les rotations dans l'équipe, il y a peu de joueurs qui arrivent à gagner leur place véritablement. Hein. Tu as parlé du numéro 9. C'était un mois de septembre très compliqué dans la continuité du mois d'août, Hugo. Ouais, là, je peux dire que je suis super content que la trêve internationale arrive parce que là, c'était vraiment la dépression tous les 3 jours. Mais ouais, c'est sûr que j'ai regardé comptablement à ce moment-là de la saison l'année dernière, on avait 9 points. Là, on a eu 8 points. Et pourtant, il y a un monde d'écart entre ce que tu avais vu dans le jeu. Parce qu'à ce moment-là de la saison dernière, on avait fait le match contre Marseille dont tu as parlé. On avait fait le nul à Lens. On avait fait le nul contre la Real Sociedad, on avait été très très bon dans le jeu. On était allé chercher le nul aussi contre le PSG juste avant la trêve. Un très très bon match. Quand tu compares le contenu l'année dernière, les adversaires affrontés et ce qu'on a affronté jusqu'à présent, il y a de quoi être inquiet parce que, ouais, comme tu l'as dit sur le contenu, bah, c'est très pauvre, quoi. On sent que le joueur, le coach n'a pas les joueurs pour incarner ce qu'il veut mettre en place. C'est-à-dire que ce pressing haut, mais en fait, dès que tu sors un peu pour presser, derrière, tu t'exposes, tu ouvres des trous béants. Devant, t'as pas ce numéro 9 point d'ancrage. T'as pas ces joueurs pour prendre la profondeur. Enfin, c'est toi, ce que représente le système de Francaise et le jeu comme il l'imagine. Bah, tu sens que ces joueurs, enfin, il n'arrive pas à faire en sorte que ces joueurs l'incarnent. Et c'est très problématique parce que tu vois des bribes de temps en temps. Mais tu sens que pour moi, c'est clairement la faiblesse de l'effectif qui est abyssale et qui t'empêche de mettre en place ce plan de jeu, quoi. Hugo, je vais prendre la composition de départ contre le PFC. Mendy, l'an dernier, remplaçant. Bombito titulaire. Kojo, voilà, Ouais. nouveau joueur. Abdoul Samed, nouveau joueur, mais qui n'est pas aujourd'hui voilà, un titulaire en puissance. Abdi, doublure. Shaw, plutôt titulaire, mais voilà. Diop, fin de saison, il n'est pas non plus titulaire. Et Mofi. En fait, lorsque tu regardes vraiment les équipes alignées et les joueurs choisis, alors bien sûr, il y a des blessures, mais tu t'aperçois que essentiellement ton équipe, elle repose aujourd'hui sur les remplaçants de l'année dernière. Donc, bon, tu as voulu. Je ne sais même pas si c'est vraiment amélioré, mais bon, Jansson aujourd'hui, c'est pas bon. Boga, c'est pas bon. Sanson, c'est pas encore bon. T'as pas vraiment amélioré. Mais est-ce que vraiment on peut attendre plus de cette équipe, finalement, lorsque tu fais ce constat-là? On va dire des recrues qui ne performent pas si ce n'est 20 août, et puis finalement une équipe type aujourd'hui qui est composée essentiellement, du moins à moitié, de joueurs qui l'an dernier étaient remplaçants. Bah, déjà, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'équipe type pour l'instant. Tu vois, tous les 3 jours, ça change, mais ça change pas que parce qu'il faut faire de la rotation. Ça change parce qu'en fait, il y a peu de joueurs qui s'installent comme des titulaires indiscutables. T'as Van Noot et Boudaoui. En fait, c'est tout, quoi. Les performances de tous les autres sont critiquables et en fait, ils sont tous interchangeables. Donc, à partir de là, c'est dur de construire un socle solide. Après, sur les ambitions, déjà, moi je pense qu'il faut oublier le fait de jouer le top 4. C'est-à-dire que on s'est trop affaibli individuellement et on a pris trop de retard, que ce soit comptablement et collectivement, pour moi espérer y arriver. Donc, moi, en tout cas, personnellement, j'ai revu largement mes ambitions à la baisse. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut rien attendre de cette saison. Il y a quand même des joueurs de qualité, même si ça se voit pas forcément. Il y a quand même de quoi faire beaucoup mieux que ce qu'on montre depuis le début de saison. Alors, pas suffisamment pour aller atteindre le niveau qu'on avait l'année dernière, mais notre secteur offensif, tu prends les noms individuellement, c'est tous des bons joueurs, mais bah, tu as la moitié qui revient de blessure, tu as la moitié qui est en méforme, et de l'irrégularité, donc c'est dur de construire pour la durée. Notre milieu de terrain, c'est peut-être le secteur qui donne le plus satisfaction jusqu'à présent. Et derrière, c'est le chantier, quoi. Donc va falloir faire le dos rond et espérer que S fasse des miracles pour progresser certains joueurs. Parce que dans certains joueurs, tout n'est pas à jeter. Un Oplong, tu sens que c'est encore un peu fébrile, mais tu peux pressentir un peu le potentiel. Un Yevan Diouf, tu sens qu'il n'est pas à son niveau.
Donc avec du travail, avec la confiance à Francaise, je peux espérer, je pense, remonter la pente et jouer à un fond de top 10. Mais honnêtement, des ambitions comptables, moi j'en ai plus. Je veux juste espérer qu'on progresse un peu dans le jeu et qu'on trouve notre vitesse de carburation, quoi. Je suis sur le planning, le calendrier, effrayant, Faut pas le regarder, faut pas le effrayant, regarder. effrayant. Écoutez bien, 18 octobre, Nice-Lyon, 23 octobre, Celta Vigo-Nice, et alors l'enchaînement ensuite terrible. Tu joues, mais d'ailleurs je ne comprends pas, tu joues le 26 octobre, le 29 octobre et le 1er novembre. Il y a un problème, non? Il y a une journée en semaine de Ligue 1. Le match contre Lille, je crois. Non, mais c'est terrible. Ouais. Tu fais Rennes à l'extérieur, Lille à domicile, puis PSG à l'extérieur. Et ensuite, tu Tu peux... reçois Fribourg le 6 novembre. Tu vas à Metz et puis il y a la trêve de novembre. Et Et puis après, tu as Marseille et Marseille, Porto. Porto. Ouais, ouais. Voilà. Là, on repensera, je pense, au match contre Brest, au match contre Le Havre, au but de Sidibé contre Toulouse. Je pense on y repensera à ces moments-là dans quelques mois, parce que là, c'est l'enchaînement de la mort, là. Ah, mais l'enchaînement de la mort, pour moi, c'est Rennes, Lille, Paris, là, en 4 jours. C'est quoi cette histoire là? Non, mais il y a un souci sur le calendrier et c'est pas possible. Non, il y a une journée en semaine. Ils ont calé une journée en semaine. Non, je regarde le site officiel quand même de l'OGC Nice parce que j'étais sur un autre en même temps que je vous parle parce que. Ah non, c'est bien ça. Non, mais c'est infernal ça. Ouais. Va falloir être prêt, hein, je pense. J'ai pas atteint, franchement. Profitez bien de la trêve internationale en tout cas. Parce que ça peut être absolument infernal. Alors, c'est là où on jugera aussi si on a assisté à un réveil ou pas de l'OGC Nice. Puisque là, clairement, là, on rentre dans une autre dimension, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que des matchs européens contre des équipes européennes. Euh, et, euh, et ton dernier match, bon, c'est Metz à l'extérieur. Donc, en théorie, ça doit être prenable. Mais ensuite, tu réenchaînes avec Marseille à domicile. Et pour ensuite aller au pays de Farioli pour te prendre un doublé de Pablo Rosario. Ça va être beau. Là, les jeudis noirs, je pense qu'ils sont pas prêts de s'arrêter. Putain, arrête. Euh, Hugo, tu l'imagines comment là Ouais, vas-y, je vais te demander. On fait combien de points? Allez, on fait combien de points jusqu'à Metz? Tu as 2, 4, 6, 7 matchs. Donc 21 points possibles. Hugo, combien fait-on de points sur les 7 matchs prochains? On fait la version optimiste ou la version pessimiste là? Parce que Bah non, tu me donnes ta version. je vais me mettre le calendrier. Bah, Lyon, l'équipe du siècle sur ce début de saison, hein, le pouvoir de l'amitié avec Fonseca. Je vais te dire que si on accroche un point, je suis content. Ouais, je dirais un point parce que collectivement, ce que je vois de Lyon depuis le début de saison, c'est largement supérieur à ce qu'on fait. Le Celta Vigo, j'avoue que on fait que la Ligue 1, on fait la Coupe d'Europe aussi. Ah oui, Coupe d'Europe, ah bah attends, c'est. Ouais. Ouais. Celta Vigo à l'extérieur, bon, je suis pas assez, mais bon, c'est Yago la Aspas, team. 42 ans, il est toujours dans l'effectif? Ouais, et Borja Iglesias, 56 ans aussi, qui est toujours là. Allez, on va dire que c'est ta soirée, braquage, penalty, 90e, Kevin Carlos qui met lucarne, tu prends les 3 points, miracle, miracle, on met fin à la série, on gagne à Vigo. Bon, je te laisse finir et puis je vais te donner aussi mon pronostic. Rennes à l'extérieur, c'est le match vraiment des équipes qui sous-performent sur le début de saison. Ouais, allez, je te dis qu'on gagne à Rennes aussi. Je te dis qu'on gagne à Rennes parce qu'ils sont quand même bien cata aussi, hein. Ils ont battu Marseille et Lyon, mais c'est des miracles parce qu'il y a des cartons rouges et tout. Donc, D'ici là, ils auront changé d'entraîneur, il y aura l'activation nouveau coach, donc il y aura victoire de Rennes. il y aura Francaise, je veux dire. Nous, on aura Sablé sur le banc. Euh, vas-y, on gagne à Rennes. Je suis positif, on Donc gagne on à Rennes. gagne, braquage à Vigo, on gagne à Rennes, vas-y, je te laisse poursuivre. Bon, c'est contre Lille, ça ne passe pas, le miracle s'arrête. Olivier Giroud nous sanctionne sévèrement, on perd. Et ensuite, on enchaîne à Paris. Bah, alors là, Paris, bon, Paris, ça fait valise, hein. C'est-à-dire qu'ils voudront en plus se venger
ce braquage qu'on avait fait l'année dernière, donc je pense qu'il nous tape. On termine contre Fribourg. Fribourg, j'avoue que je sais pas, je suis pas assez. Je veux dire que pour être objectif, on le perd, hein, parce que on va quand même pas gagner 2 matchs de Coupe d'Europe de suite. Et On les écraserait pas 1-0? on aura déjà écrasé le Celta Vigo 1-0, donc je pense qu'on aura mis tout notre cartouche là-dessus. Et le match de Metz pour terminer avant la trêve internationale, après un jeudi de Coupe d'Europe, je te dis ça perd. Ça perd 1-0, ça perd un match horrible. Donc, ce qui nous ferait, j'ai Ça mis fait quoi? combien ton truc là? J'ai pas suivi. Ça fait 1 point contre Lyon, ça fait victoire à Rennes, ça fait 4 points. Défaite contre Lille, défaite contre Paris, ça fait 4 points. Mais non, t'as oublié, t'as fait. Non, Europe aussi? t'as oublié Vigo. Ah oui, bah 4 points en Ligue 1 et 3 points en Europe. Donc ça fait du 7/21. Ah, je signe, hein. Franchement, si tu me donnes le calendrier là maintenant, je le signe le 7/21. Ok, ok. Bon, bah, je vais vous dire comment ça va se passer. Contre Lyon, on gagne 2-0. Voilà. Grosse affiche. On gagne. Vigo, on prend une valise, mais footballistique. De toute façon, dès qu'il y a une équipe espagnole, moi, faut pas se faire d'illusions. Ça joue beaucoup trop bien et on peut pas espérer. Rennes, alors la carte nouvel entraîneur, ça va être un peu comme Nantes qui nous l'a fait à chaque fois là. Donc je mise quand même sur une défaite parce que voilà. Lille, Lille match nul. Lille match nul. Paris, bah là le calendrier infernal, on perd. Fribourg, on perd. Et Metz, on gagne. Le match de Metz, là, je peux te dire que ça fait une émission thérapie dans la foulée. Non, 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 parce que tu sais bien que ce qui fonctionne bien, c'est la défaite en Europe et ensuite tu réagis en championnat en écrasant Metz 1-0. Pour l'instant, ça marche pas Bah, des l'année masses, quoi. dernière, ça s'est passé un peu comme ça. L'année dernière, c'était ouais, c'était souvent comme ça, mais là, Sauf la semaine des 4-1 entre les Rangers et Lyon. On s'en comment dire, rappelle. On s'en rappelle. belle sélection. Donc du coup, ça fait combien? Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 4. Ça fait 7. Ah bah je suis au même nombre de points que toi, tu vois. Ouais, bah. 7/21. Voilà. Bien. Voilà, voilà. Un tiers des points mis en jeu qui iront à l'OGC Nice. Hugo, merci à toi. Bah, C'était merci un à toi. plaisir de partager ce numéro avec toi. L'OGC Nice revient bientôt, hein, dans 11 jours au moment où on enregistre. D'ici là, eh bien, voilà, faites une coupure. Franchement, c'est pas évident hein, sur ce début de saison. On va espérer forcément des jours meilleurs. Et voilà, le gym quand même joue des affiches quand même prestigieuses. Donc profitons-en et en espérant de la régularité et du plaisir. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao, Issa Nissa. C'est Anissa.